Misham Hashem Nasim Neslach, Mizmor Memhe. Hashem, ce shiur il est dédié à l'Irfouach Shlema. Ayala. Simcha bat Ayala. Simcha bat Ayala. Et Imei Morati, Bat Sheva, Bat Miriam. Bezrat Hashem, El Narefan Alaim, El Narefan Alaim. Shutat Torah Tagen Ba'adam. Kol HaBe'achot Kulam, Vechen Yeratzon. Venomar Amen. Une bonne santé pour Rav Ron Shaya. Amen. Qui a ton Rav Ron Shaya également. Refouach Shlema. El Narefan Alaim, El Narefan Alaim. Shutat Torah Tagen Ba'adam. Kol HaBe'achot Kulam, Shutat Tzibur, Bezrat Hashem. Alors le Mizmor, l'Amnasech al Shoshanim Nivne Koach Maskil Shir Yedidot. Donc il y a beaucoup ici d'introduction dans ce Mizmor. L'Amnasech, déjà Nitzuar, c'est la composition. Shoshanim, d'après une des explications, Shoshanim, c'est un instrument de musique. Comme ça, il dit le Radak. C'est pas les roses. L'Amnasech Shoshanim dit Radak Klinigun ou Sheshmo Shoshanim. Joli. Veza Mizmor Nehemar, on y arrive tout de suite. Livne Korach, les enfants de Korach. On avait déjà vu les enfants de Korach. Est-ce que ça s'appelle c'est les enfants de Korach, c'est les descendants de Korach. En tout cas, Maskil, Shir, Yedidot, Maskil. On a remarqué déjà à plusieurs reprises que le Mizmor des Bnei Korach, à plusieurs reprises, on trouve le terme de Maskil. Ouais, c'est pas la première fois. Il y en a d'autres. J'essaie de chercher un petit peu. Il y a certains où c'est pas le Maskil, mais il y en a deux ou trois au moins qui sont avec le Maskil, et ça nous laisse penser. Peut-être que justement cette preuve de sagesse qu'ils ont pu avoir les enfants de Korach, puisque nous savons que Bnei Korach le métaux, on va dire dans la paracha, les Bnei Korach ils sont pas morts. On s'était déjà demandé que ça veut dire quoi, les enfants de quoi sont pas morts. Est-ce que c'est les enfants tous les enfants, puisqu'on sait que c'est marqué Vetapam Venachem Unchem Vetapam, donc il y a aussi des enfants en bas âge qui sont morts. Alors ça veut dire quoi, les enfants ils sont morts? Est-ce que ça veut dire tous les enfants, certains enfants, peut-être les enfants non, des petits enfants oui. C'est un petit peu flou, il faudrait vérifier c'est quoi qu'est-ce qui a été dit précisément à ce sujet. En tout cas, la Torah dit Bnei Korach le métou. Maintenant, c'est qui Bnei Korach? Est-ce que c'est l'ensemble des Korach? Ça à vérifier, je ne veux pas dire de choses qui ne sont pas exactes, mais en tous les cas... Il y avait deux, non? Asaf et... Non? Alors, il faut vérifier, je te dis à nouveau, si vous voulez, on vérifie, mais c'est une question donc Bnei Korach. Maskil Shir Yedidot. Donc c'est quoi Shir Yedidot? Quand on parle de Yedidot, un Yedid, c'est un bien-aimé. Ouais. D'accord? À quoi ça fait allusion? Il nous dit de qui il s'agit ici. Alors, il y a plusieurs explications. Le Rada qui nous dit que ce Nigun-là, en réalité, c'est un shir. On ne peut pas dire comme si un bien-aimé, il chante pour sa bien-aimée. Ouais, d'accord? Et c'est un chant qui s'adapte au roi. Mais d'après une explication, d'après le Radak, je vous lis, Zé amizman Neymar à la Melech HaMashiach. Donc on parle du Melech HaMashiach. D'accord. Donc on est rentré dans ce mois de Tammuz où on sait que, n'est-ce pas, le mois de Tammuz, c'est un mois où on rentre dans un moment difficile dans l'histoire, et à travers les parachiotes, et à travers ce qui va très bien, qui va, il a rigolé. On sera Bezrat Hashem, Zoché, la Géoula Atida, mais ce qui est certain, c'est que c'est un mois où on doit se ressaisir, puisque le 17 Tammuz, Nishtabro Aluchot, les 5 choses qui se sont passées le 17 Tammuz, et ensuite on rentre dans une période de 3 semaines qui s'appelle Ben Hametzarim jusqu'à Tisha B'Av, et on soit zoché de voir le Beth Amikdash soit zoché. En tous les cas, donc Melech HaMashiach, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est loin. Il faut espérer, il faut Bezrat Hashem prier pour qu'on mérite de le voir. Et comme on a dit, un chidouche extraordinaire concernant la faute des explorateurs. Si le Beth Amikdash nous a été pris, c'est parce que c'est marqué dans le Passouk. Mais à Stem, on a été Asou Be'eretz Remda, c'est qu'on n'avait pas finalement la véritable valeur et la véritable aspiration de vivre autour du Beth Amikdash. Et comme on l'a dit déjà à plusieurs reprises, mais je tiens quand même à le répéter, ce Midrash qui nous dit que les Bnei Israël, ils ont prétendu vouloir envoyer des explorateurs pour découvrir où sont les richesses que les peuples qui occupent Israël risqueraient de cacher, et donc on risquerait de ne pas les trouver, alors que le bon Dieu nous a promis qu'on allait trouver ces richesses. Alors on peut se poser une question. Admettons que leur argument il est sincère, d'accord? Admettons que leur argument il est sincère. Finalement, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Pour la richesse. Ils étaient riches. Ils étaient pleins aux as. Ils avaient pas moins de 90 ânes chargés d'or et d'argent en sortant d'Égypte. Après, par personne. Ensuite, après, à la traversée de la mer Rouge, on s'est enrichi encore davantage. Maintenant, je comprends pas. On te dit, tu vas rentrer en Eretz Israël. C'est vrai, le bon Dieu te dit, tu sais quoi, tu vas rentrer en Israël, tu es encore plus riche.
Mais est-ce que c'est censé te préoccuper? Quand on a plein, t'as 90, plein, est-ce que ça te préoccupe? Donc en réalité, si ça te préoccupe, admettons que c'est sincère, C'est un problème. mais ce qui est certain, c'est que tu es à côté de l'essentiel. Bien sûr. À côté de l'essentiel, normalement, et c'est peut-être ce qui rentre dans Vaïm Asou Be'eretzrel. Je crois qu'on n'a pas valorisé suffisamment Vaïm Asou, c'est quelque part, il y en a, Maous, c'est quelque chose de dégoûtant. Ça veut dire qu'on n'a pas eu la véritable appréciation de Eretz Israël, on lui a donné, on a plutôt pensé à un intérêt financier, n'est-ce pas, un intérêt qui est matériel, au lieu de comprendre. Et c'est marqué à ce sujet. C'est grave. C'est marqué à ce sujet. Donc, à nouveau, admettons que c'est un véritable argument. C'est un argument qui révèle le niveau dans lequel on était. Et très probablement, si on n'avait pas envoyé des explorateurs, comme on dit, d'abord c'est marqué dans les Farshim, Birchal n'aurait pas eu besoin de combattre, de faire de guerre, etc. Mais c'est pas ça. Mais ça nous aurait peut-être épargné de perdre le Beth Amikdash. Pourquoi? Je dis, c'est un chidouche qui peut-être, je l'ai répété à plusieurs reprises, mais c'est quelque chose qui, a priori, il est très simple et très est vrai. Puisque nous savons que la Gemara nous dit, on l'a lu dans Sanhedrin, on l'a étudié dans Sanhedrin, cette date du 9 Av, où on a pleuré pour rien, n'est-ce pas? Eh bien, ça a été cette même date où le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash a été détruit, le deuxième Beth Amikdash, et encore tous les pogroms et l'inquisition, etc. La l'œuvre de Tisha B'Av. Maintenant, je pose la question. La Gemara dit que la raison de la destruction du temple, le premier, c'était à cause des 3 fautes, à cause de l'Obichoba Torah Trila, le deuxième, c'est à cause de Sinatram. Quel rapport avec les explorateurs? Quel rapport avec les Meragliv? Et si on n'avait pas pleuré, alors quoi? Alors on aurait été épargné? Eh bien, il y a Choliot que oui. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas pleuré, alors d'abord on serait rentré immédiatement, et peut-être Moshe Rabbeinu serait rentré, donc sans rentrer dans tous ces calculs-là. Le fait d'avoir pleuré, ça montre quoi? Qu'on n'avait pas véritablement la vraie valeur de Eretz Israël. Quand on est vraiment attaché à quelque chose d'important, admettons que le père il est censé punir son fils et il doit lui le priver de quelque chose, le priver de son vélo, de priver de son smartphone, shalom, ok. Eh ben si le fils il montre qu'en réalité il est très attaché et qu'il est très reconnaissant de ce cadeau que son père lui a fait. Eh ben, le père va chercher un autre moyen de le punir. Il va pas lui prendre ce cadeau-là, parce qu'il va montrer qu'il est très attaché et que c'est sa vie. D'accord? Si nous on avait montré que Eretz Israël c'est notre vie, et Eretz Israël c'est quoi Eretz Israël? C'est de vivre autour du Beth Amikdash. Le bon Dieu ne devrait pas détruire le Beth Amikdash. Il aurait fait autre chose peut-être. Il aurait trouvé d'autres moyens. Le fait d'avoir porté de l'intérêt à Eretz Israël au bien matériel d'Eretz Israël, eh ben ça veut dire que le monde dit, mais en réalité, au fond, Eretz Israël, pour toi, c'est quoi? C'est quoi l'importance d'Eretz Israël pour toi? C'est le plaisir matériel, c'est la plage, c'est le soleil, c'est Zavatra l'Oudash, c'est Zavatra l'Oudash, bien sûr, mais c'est ça ce qui est important pour toi. C'est ça que tu cherches à te rassurer que Eretz Israël, c'est censé rester un détail. Si on demande à envoyer des explorateurs pour s'assurer, pour garantir que c'est ça, ça veut dire qu'en réalité, le point essentiel d'Eretz Israël, il est pas dans notre tête, il est pas bien placé, et donc c'est peut-être ça, c'est ce qui expliquerait pourquoi ce 9 Av où on a pleuré, en réalité c'est révélateur que l'entrée en Eretz Israël, on ne vise pas cette proximité d'Akadosh Baruch Hu, mais on vise un plein matériel, et donc c'est peut-être ça ce qui a permis, ou qui a permis la destruction du Beth Amikdash. En tout cas, tout ça pour dire que, pardon. On ne mérite pas. Quelque part, on n'en a pas tellement envie. Si on l'avait vraiment... C'est bien. Alors maintenant, vous allez me demander, aujourd'hui, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, aujourd'hui aussi, il y a quelque chose. Razak, je vais dans ton sens, t'inquiète pas. Alors, c'est ça le problème, ce que je t'ai dit l'autre fois déjà. Si aujourd'hui aussi, il y a quelque chose. Vous savez, il y a un chidouche extraordinaire qui m'a montré mon beau-frère hier, pour juste parler un petit peu d'Eretz Israël. Un chidouche extraordinaire, mamage extraordinaire. Le Rambam, Maïmonide, il écrit dans sa Y. Alors on n'a pas trouvé la Y, mais on a trouvé que c'est rapporté dans un sefer au nom du Rambam. Le Rambam il raconte comment il est reconnaissant d'avoir mérité d'aller mishtater, d'aller se mettre à plat ventre, c'est ça les traditions judaïques, sur Meharat HaMarpela. Il remercie, il dit merci à Hachem de m'avoir donné ce mérite. Vous savez comment il a remercié? Tous les ans. À cette date-là où il a été zoré d'être mishtater, il faisait un jour de fête.
le 9 et le 11 Cheshvan, si je ne me trompe pas, il faisait un jour de fête pour se souvenir de ce mérite extraordinaire qu'il a eu d'aller à Me'arat HaMarpela. Et là, on parle que de Me'arat HaMarpela. Le Rambam, Maïmonide, Rambam. Non, c'est pas qu'on fait rien, On fait rien. C'est facile. On fait rien. C'est facile. Ce qu'il dit Rambam. Mais c'est bon. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est Me'arat HaMarpela. Le Non, mais Rambam, c'est n'est-ce pas? Le mais Rambam, bon, si le Rambam, il a fait un jour de fête, Et il a fait tous les ans, il a fait un jour de fête parce qu'une fois, il a été zoré. Alors, on ne sait pas c'est quoi, juste Me'arat HaMarpela, et bien sûr, on n'est pas en train de mesurer. Ça montre, ça montre. On fait rien. Parce que chaque jour, c'est une fête là-bas. Ça montre. C'est ça qui manque. Ça montre combien la valeur d'Eretz Israël, juste en parler de Chevron, et quand on a dit Chevron, que c'est dit la Torah, Sheva Shanim Nivneta Lifnei Mitzrayim, Chevron, c'est la Torah qui dit, Chevron, c'est la terre la moins grande valeur d'Eretz Israël, si on peut dire, parce que c'est une terre qui est réservée pour le Bet HaKvarot. Donc quelque part sur le plan matériel, c'est pas la meilleure terre. Et malgré tout, elle est 7 fois Sheva Shanim, elle a été construite 7 années avant Tzoran Mitzrayim, avant la terre de plus grande valeur du Mitzrayim. Tout ça pour dire que si on était conscient des véritables valeurs spirituelles d'Eretz Israël, on aurait une autre attirance. Notre attirance aurait été beaucoup plus sincère et beaucoup plus profonde. Et bien, que je vois, il nous l'aurait donné. Et je pense que voilà, il faut réveiller ça en nous et comprendre que ce qu'on doit aspirer, c'est une proximité à Keshboro. Et là-bas, Chevron, c'est marqué, c'est un des canaux, un des accès pour faire monter la tfila. Et c'est marqué plus que ça que Avraham Avinu également, il allait prier à Me'arat HaMarpela. Donc ça veut dire, même avant que les Avot soient là-bas, et bien sûr il y avait Adam Arishon, et donc il y avait déjà un mérite. Et Ermiyahu Hanavi également, c'est marqué qu'il a prié là-bas sur Me'arat HaMarpela au moment du Khurban. Il est parti réveiller les Avot et leur dire, demandez qu'on soit épargné, demandez que le Beth Amikdash se détruise pas, etc. Donc c'est important, c'est juste pour donner un des exemples de la grandeur de Israël. Et bien sûr, on sait combien les tzadikim, le Ramban Nachmanide, il a dit à son fils, il a écrit à son fils, de chérir et de valoriser cette chance qu'il avait, parce il avait les moyens de se rendre sur Me'arat HaMarpela, et il lui a dit, essaye de faire en sorte d'avoir un Bet HaKvarot aussi, d'être enterré à côté. À cause de Me'arat HaMarpela. Donc, souvent, c'est quelque part. Ramban Nachmanide, il a fait mieux. Donc, il a écrit, comme ça, il a écrit à son fils. C'est juste pour quand on voit ça. Tout ça, c'est pour dire. Alors, on revient, ça, c'était une petite parenthèse. Je suis d'accord. Moi, ce qui est important, je suis d'accord. C'est sûr qu'il faut répondre quelle était la raison de notre réticence et de notre retenue. Mais finalement, moi, je dis un mot, il faut retenir. Finalement, le terme qui est mentionné dans la Torah, qui est mentionné dans Télim, c'est Vaïm Asu Be'eretz Remda. C'est-à-dire que sache que finalement, c'est que tu n'as pas, t'as pas souhaité quelque chose qu'on est censé être remède. Remède, c'est-à-dire quelque chose qu'on est censé convoiter ou avoir envie. Donc tu es censé avoir envie, t'avais pas envie. Qu'est-ce que je te dis? Donc on est là-bas. Non, mais moi, donc je dis qu'en fait, ils étaient conscients, ils savaient exactement. Je sais pas te répondre à ta question. Ils ont quand même dit que non. Je sais pas te répondre à ta question. Ce qui est certain, c'est qu'on a fait une preuve de bitachon et d'annulation totale quand on nous a proposé la Torah. Quand le bon Dieu nous a présenté la Torah, on a dit la Nishma. On n'a pas demandé quoi, qui ou donc. On n'a pas demandé des détails. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On a dit la Nishma. Tumat Yesharim Tanchem. Il a dit Rava. On a fait preuve de Emouna Shlema et on n'a pas posé de questions. On a dû faire la même chose pour Eretz Israël. On aurait dû faire la même chose pour Israël, tout simplement. On ne l'a pas fait. Il faut le faire aujourd'hui. Donc, effectivement, il faut savoir que les deux, ils sont liés, bien sûr. Eretz Israël, la Torah. À nouveau, c'est des sujets qui sont sensibles et qui sont délicats. Mais ce qui est certain, c'est que si on nous a reproché, on nous reproche dans la Torah, dans le Télim, cette idée d'Avaïma Sober Remda, eh ben, c'est là-bas, il faut travailler dans cette direction-là. Alors, on revient, Bézard Hachem. Tout ça, c'était parce que on a dit que ce Mizmor, d'après le Radak, ce Mizmor, il parle du Melech HaMashiach. Et on arrive à une autre explication du Malbim et d'autres Mefarshim disent que ce Mizmor-là, il a été Yesodo, d'accord, sur le Melech Ve'amalka, le jour où le Shlomo HaMelech, donc a priori, il s'est marié avec la fille de Melech Tzor. Il a converti. Et c'est à ce moment-là qu'il y a, et c'est ça ce shir et didot, donc c'est un shir,
un chant d'amour, si on peut dire ça comme ça veut dire qu'il y a des, et bien sûr c'est une allégorie, mais on l'utilise également en tant qu'allégorie, mais ça... Shlomo Meler. Pardon, je comprends. Meler, Bat Meler Tzur. Pardon. Bat Meler. Il avait 1000, lui. D'accord, donc, c'est pour ça qu'on s'appelle Sheredidot, d'accord. Donc, il nous dit le pasouk, Rachash Libi, donc la manatar, Shalim Vnikoach, Maskil Sheredidot. Rachash Libi Davartov. Ce terme de Rachash, qu'est-ce que ça nous fait penser? À une Rachash Libi Davartov. En général, c'est un terme qu'on l'a trouvé, quelqu'un qui est Choshev, celui qui a des, qu'on appelle ça, un complotiste, un complot. Des fois, un complot, il est rochesh, c'est quelque chose qui bouillonne à l'intérieur et des fois même il est murmuré, mais il n'est pas forcément entendu. Les mots ne sont pas entendus et ça nous rappelle le terme de le mois de Marcheshvan. Marcheshvan. Pourquoi le mois de Marcheshvan il s'appelle Marcheshvan? Mars, il est amer, parce qu'il n'y a pas de fête. Tout d'abord, Marcheshvan. Je sais pas. Ça, c'est une explication, Marcheshvan. Ok, c'est une explication qu'il est marre, vous lui ajoutez. D'après certains, Marcheshvan, c'est pas deux mots. C'est pas le mois de Marcheshvan qui est marre, c'est en un mot. C'est Merachshan Sivate. C'est qu'on a encore nos lèvres qui murmurent. Ils murmurent quoi? Les tfilotes de Yavim Noraïm. On a passé 40 jours du mois de Elul, on a passé Rosh Hashanah, on a passé encore Kippour, on est encore même le mois qui suit, le mois qui suit ce mois de ces 40 jours de fête, même jusqu'à la fin de Sukkot, donc on a encore, d'accord, on a 52 jours de Nismeh Chabar, on est encore, d'accord, on est tellement familier avec la tfila, avec des mizmorim, avec des chants, eh ben nos lèvres murmurent, n'est-ce pas, par elles-mêmes, comme ça on est encore dans la... On part tout seul. Chazak ou Baro. Donc c'est ça ce terme de Rochesh. Maintenant pourquoi on dit Rachash Libi? Parce que c'est des mots qui ne sont pas... Non, mais pourquoi le cœur? Mais parce que c'est des mots qui ne s'entendent pas. Ça cogite, ça même... des fois il peut avoir... Il y a un petit peu, on s'engage à des choses, mais des fois on... De Rachash. Rachash, les Farshim, donc ils disent, donc c'est par exemple le Radak qui ramène ça, Rachouché, mais Rachshan Sivate, c'est que ça murmure, d'accord, donc il y a une certaine une noix, une certaine, qu'on appelle une noix en français, un mouvement, Razak, un mouvement, exactement. Donc ça murmure, mais ça s'entend pas. Donc c'est pour ça qu'on le ramène au cœur. Comme si c'est le cœur qui agit sur les lèvres, mais c'est pas suffisamment expressif pour que la parole soit entendue. Donc c'est Rachash Libi Davartov, ça reste intérieur. Et ça nous rappelle également cette Gemara qu'on a vue il n'y a pas très longtemps. Il y a la notion de Marcheshet. Maintenant, comment on voit que Rachash, l'origine de Rachash, c'est également la connotation de ce mot-là, c'est le sens de murmurer, donc il y a un mouvement des lèvres. Parce que la Gemara, elle dit que dans la Mincha, donc on a parlé dans Menachot, on a vu il n'y a pas très longtemps, il y a 5 sortes de Menachot, et il y a une Mincha qui est offerte dans une poêle profonde et une poêle plate. On va dire une poêle comme les beignets avec beaucoup d'huile, etc. Et il y a celle qui est plate, qui est similaire à une crêpe, quelque chose dans le contexte de plus sec. Donc il n'y a pas beaucoup d'huile, c'est à peine un fond d'huile pour ne pas que ça... Et donc là, comme on a dit, c'est quoi la marchéchet? Donc il y a la machavat et la marchéchet. La machavat c'est plat et la marchéchet c'est profond. La Gemara dit peut-être c'est l'inverse. Qui t'a dit que machavat c'est plat et marchéchet c'est... Il dit parce que justement, c'est rochesh, ça veut dire qu'il y a une ébullition. Ça veut dire forcément qu'il y a beaucoup d'huile. D'accord? Après la Gemara dit peut-être c'est l'inverse. Et donc la Gemara ramène justement ce pasouk-là. Donc en tout cas c'est cette notion-là du murmure. Alors c'est intéressant, en quoi c'est important le murmure, mais ça montre que voilà, des fois même si la personne n'est pas encore, des fois on voit des gens murmurer, c'est pas que ils ont encore les mots et le texte n'est pas encore clairement prêt à être prononcé, mais tellement ça bouillonne peut-être à l'intérieur que ça a une réaction sur les lèvres, comme si que ses lèvres suivent son cœur, n'est-ce pas? Rachash Libi, c'est pour revenir sur ce Rachash Libi. Alors il nous dit ça c'est pour revenir sur le mot de Rachash Libi. Maintenant on va revenir au Malbim, le Malbim qui nous dit, alors encore pour Rachash Libi, il nous dit le Sforno, une autre définition de Rachash, je le traduis, Rachash Libi, Irba Leholid. Je ne sais pas comment on trouve ça dans Rachash, le sens de Holada, mais ça va dans cette même esprit, c'est-à-dire, de ce que je comprends, c'est que
il a réussi, la personne a réussi à développer certaines choses. Quand on parle de Olada, c'est les fruits de quelque chose. Donc c'est les fruits d'une réflexion, les fruits de ce que son cœur pense. Et en vrai, c'est pour ça, c'est ce qui est exprimé, c'est les fruits. Donc Hirba Léolide. Ok, donc ça c'est pour Rachash Libi. Alors il nous dit le Malbim, pour revenir maintenant au sens un petit peu et le contexte, il nous dit comme ça. Il nous dit, dans ce pasouk-là, le pasouk bête, c'est marqué Rachash Libi Davar Tov, Omer Anima Asai le Melech, les Shoni et Sofer Maïr. Et là, on va revenir sur ce pasouk, donc Rachash Libi Davar Tov, donc ce qu'on est en train de dire, ça veut dire que ses lèvres murmurent ce que son cœur pense de bien. Et Omer Anima Asai le Melech, et donc je vais dire déballer mes actions en l'honneur du roi. Les Shoni et Sofer Maïr. Il nous dit en réalité tout ça c'est une introduction qui développe et qui met en avant la qualité d'une personne qui compose quelque chose. Tout compositeur, il y a plusieurs niveaux, on va dire, de la qualité et la valeur, le niveau de la composition. Elle se juge selon il y a plusieurs critères. Premièrement, il y a l'objet, le sujet essentiel. De quoi on parle. Si le sujet il est important, eh ben, n'est-ce pas, par définition, ça a déjà une valeur. Même si ensuite il manque de la forme, il manque des détails, mais le sujet il est important. Donc le fait que ici le sujet c'est les mélères, ça veut dire que c'est dirigé vers les qualités du roi, en soi déjà c'est déjà important. Deuxièmement, donc il nous dit comme ça il commence par ça, il commence. La première c'est Masé Davartov. La première qualité, c'est celle qui est la plus superficielle, la plus visible, c'est les paroles. Les paroles qui sont les mots qui sont employés. Donc quand il y a un beau vocabulaire, il y a une belle rédaction, un langage soutenu, l'élégance des mots, Razak, c'est déjà la première qualité. Sans avoir décodé le fond et le sous-entendu et l'objet, etc. Le fait que ce soit, n'est-ce pas, il y a déjà 2 points de présentation dans les notes aujourd'hui, d'accord? Des notes de présentation, n'est-ce pas? Il y a première note. Normalement, on n'est pas censé avoir 0. Même à part si on rend une copie vierge, comme on l'a reçue. Mais sinon, normalement, il y a quand même déjà une présentation, même si le contenu vaut 0, il y a une présentation. Aussi à Mavzi et Favdalot, le fait d'abord que que le dibour il est top, c'est déjà une première qualité, c'est ce qui met en avant déjà, qui donne une valeur au texte. Deuxièmement, c'est Ashir, Ezenose Nitiased Ashir. Quel est l'objet, quel est le sujet, quel est le fond, sur quoi porte tout le sujet. Et donc ici, du fait que c'est Omer Anima Saïl et Meler, du fait que c'est Masaïl et Meler, donc l'objet c'est le roi, donc les qualités du roi comme on va voir dans la suite, alors ça prend déjà également, ça prend une valeur. Troisièmement, c'est la forme, c'est-à-dire Melitzav et Dibour Ashir, c'est-à-dire que si on voit que la personne, donc le compositeur, il a un savoir, il a des qualités, il sait composer, etc., ben là c'est déjà un troisième niveau, c'est ça ce qu'il dit, les Shoni et Sofer Mahir, donc mon langage, c'est et Sofer, donc c'est la plume, n'est-ce pas, du Sofer qui est Mahir. Alors, Mahir, on a tendance à traduire, et là j'ai trouvé, même si je partage avec vous, un petit désaccord. Un petit désaccord que j'avais avec mon frère Zachar Letov, donc Rabbi Eliezer, qui est le Rosh Kolel ici, Baruch Hashem, il m'a dit, tu sais c'est quoi la définition de la zrizout? C'est quoi la zrizout? C'est quoi l'empressement? L'empressement, c'est... Voilà. Donc, c'est quoi la zrizout? Est-ce que la zrizout, c'est l'expression extérieure ou bien c'est l'expression intérieure? C'est-à-dire que quelqu'un qui est zariz, en réalité, ça démarre et c'est essentiellement, et c'est que, d'après ce que mon frère disait, il disait, l'empressement, c'est aucun rapport avec le phénomène visible de la conséquence de la zrizout. C'est-à-dire, on est tous d'accord que si une personne agit avec rapidement, avec habilité, il est réactif, etc., c'est qu'il valorise la chose. Donc c'est sûr qu'il y a un moteur intérieur et c'est de ça qu'on parle. On est tous d'accord que
le shoresh, le germe de la zrizout, il vient, non, tout sauf ça. Akshnia. Le vide, Je prépare le plat assez rapidement. Je Non. ne prépare pas. la zrizout de l'action, c'est le résultat et la conséquence d'une zrizout intérieure. Voilà. D'accord? Donc ça veut dire quoi la zrizout intérieure? La zrizout intérieure, c'est quelqu'un qui comprend qu'il y a une valeur et quelque chose d'important, et donc on reste pas inactif, on n'est pas on dort pas sur nos lauriers quand on sait qu'il y a quelque chose à faire, quand il y a quelque chose d'important à faire, d'accord? Donc quand on dit Kohanim Zrizim, c'est pas seulement, ça ne révèle pas de la réactivité dans l'action, mais ça montre qu'ils sont conscients de l'importance et de la valeur de leur service. D'accord? Donc ça, on est d'accord. C'est sûr que l'origine de la zrizout, on est tous d'accord que la valeur première de la zrizout, c'est quelqu'un qui est conscient de l'importance de la chose. Et c'est pour ça que la zrizout, c'est une des premières des qualités. On a la zehirut et la zerizout. La zehirut, c'est la prudence, c'est-à-dire que c'est être prudent, savoir qu'il y a des dangers et donc il faut faire attention à ne pas transgresser ce qui n'est pas transgressé. Et d'un autre côté, il y a la zrizout qui est l'opposé, qui est la réaction qui va dans le même sens, mais il a un côté opposé, parce que l'un c'est dans la passivité, c'est dans la retenue, c'est dans la prévention, c'est dans se protéger de la faute, et l'autre c'est dans l'action. Mais les deux ils ont un point commun. C'est quoi le point commun? Les deux ils ont un point commun, c'est que c'est uniquement celui qui est conscient de l'importance de la chose, selon la considération qu'on a pour une chose, eh ben on sera prudent. Ça veut dire si on sait qu'il y a le ravin, il est mortel derrière, eh ben la protection qu'on va mettre, c'est une grande protection. S'il n'y a pas un grand ravin, on met pas forcément une protection. Donc c'est selon la gravité et l'importance de la chose qu'on sera prudent, et selon l'importance de la chose qu'on sera actif et réactif. Maintenant la question est de savoir, est-ce que donc un c'est la zéhirout, un c'est la zrizout. Mais à nouveau la zrizout, c'est la zrizout dans l'action, c'est le résultat de la conscience de l'importance de la chose. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que en soi, d'être rapide, ça a une valeur? Alors moi, j'étais Toen, je disais à mon frère, j'ai marqué deux choses. Il y a Zariz et il y a Mahir. C'est deux termes, et on le voit dans les psukim. Et d'ailleurs, quand on parle de Zrizout, on parle également de temps. Si la zrizout, c'était seulement l'importance de la chose, la valeur de la chose, d'accord? Alors, pourquoi tu parles de temps? Alors que la zrizout, vous savez d'où on apprend la zrizout? D'où on apprend l'importance de la zrizout? On en a parlé Shabbat Hagadol. On apprend de Ushmartem et Tamatzot. Mitzvah Baleatral Tachmitzena. On apprend, comme ça il ramène on avait rapporté le Pachad Yitzhak, qui dit un chidouche extraordinaire, que Chachamim nous enseigne, de même que la Torah nous demande que les matzot, n'est-ce pas, on shmartem et matzot, on n'a pas le droit de laisser fermenter la pâte, et bien pareil, mitzvah abaliatra tachmitzena, une mitzvah qui se présente à toi, une mitzvah qui se présente à toi, ne laisse pas s'échapper de toi. Donc, c'est quoi l'idée ici, c'est quoi l'idée de Altach Mitzena? Ne reste pas inactif, il faut réagir immédiatement et il faut s'empresser à l'accomplir. Pourquoi? Parce que si en réalité, tu ne t'empresses pas à la réaliser, mais elle va te passer sous le nez. Donc en réalité, l'empressement n'est pas forcément de la rapidité dans l'action, mais c'est de la réaction. On te demande de réactif, parce que c'est important. Maintenant, à nouveau, je repose la question. Mais est-ce que le fait de faire vite, c'est une qualité? Alors moi, j'ai dit oui, c'est une qualité parce que c'est pas une qualité en soi, mais c'est un siman. C'est un siman parce que quelqu'un qui est déterminé à faire quelque chose, n'est-ce pas? Si on fait du 100 à l'heure, c'est qu'on est capable de faire du 100 à l'heure. Et on est capable de faire du 100 à l'heure si pour nous la chose elle est importante, si elle a une valeur, eh ben on est léger. Rien n'est un obstacle. Parce que quand on a quelque chose qui est important à faire, aucun moyen n'est une raison, aucun moyen
c'est-à-dire tous les moyens qui nous permettent à arriver à atteindre l'objectif, ne sont seulement des petits détails insignifiants par rapport à la valeur de la chose. Donc en réalité, quand on voit quelqu'un qui agit en rapidité, je parle de la rapidité extérieure, c'est un signe, ça peut être un signe, des fois il y a des gens qui courent pour courir, n'est-ce pas? Je me rappelle que le Rav il disait toujours, quand on lui disait, on demandait, on était enfant, mais à peine, ouais, il dit, qu'est-ce qu'ils font ceux-là à courir? Le Rav il dit, ils ont rien à faire. C'est comme ça, on a toujours entendu ça. Ceux qui font leur, n'est-ce pas, leur, d'accord, la mise en forme, ils ont rien à faire, d'accord. Ils courent où? Ils courent à Nouratim et Emratim vers Shachat, ce qui est marqué. Alors bien sûr, on ne parle pas de celui, bien sûr, qui a besoin de faire des exercices et non, mais c'est ce que le Rav a habité de nous dire. Ils font rien, il y a rien. D'accord. Ils ont rien à faire. Je vous répète les mots du Rav. Ils n'ont rien à faire, d'accord. Il faut du vent quand même. Du vent, Razak. En tous les cas. Donc on parle. La question c'est sûr que quelqu'un qui agit avec rapidité, a priori c'est un siman. Et moi j'ai voulu prouver que dans les psukim, comme on le trouve dans le Michelet, on trouve le mot zariz et le mot mahir. Et a priori mahir ça veut dire rapide extérieurement. Et c'est ce qu'on trouve ici dans ce passouk, d'accord? Rashi Bedavar Tov, Omer Animasel Leshoni et Sofer mahir. Donc une personne qui a la plume rapide. Mais ça montre que son cœur, il est débordant, il est très clair, et c'est pour ça que ça coule. Alors, ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de gdolim et de géants dans le peuple d'Israël. On parle du Rambam, c'est comme ça le Chazon Ish qui a dit comment il a eu le temps d'écrire tout ce qu'il a écrit. C'est pas humain. On parle du Beth Yosef, n'est-ce pas, on parle du Shach également, que sa plume, c'est pas lui qui écrivait, c'était des malachim, tellement qu'il était, sinon c'est impensable. À quel âge il niftar le Shach? Rappelle-moi. Je disais que j'avais un différent, dire, avec mon frère. Est-ce qu'il y a une qualité dans la rapidité de l'action qui est extérieure? Et a priori, j'ai amené toutes sortes de preuves, d'abord dans le mot et le paradis extérieur. Mais là, j'ai trouvé un ridouche qui m'a assis et je vais vous dire ce qu'il dit Mechila, Rashi, ni plus ni moins Rashi. Vous savez ce qu'il dit Rashi? Raïti biso sharam shel darshan, mahir belashon aravi, baki. C'est quelqu'un de compétent. Connaisseur. C'est aucun rapport avec la rapidité de l'action. En réalité, à nouveau, on est toujours dans le même esprit. Il y a celui qui est, on va dire, la zrizout, qui probablement provient de l'importance du sujet, du domaine, de la responsabilité, du devoir, de la mitzvah qui est à accomplir, etc. Donc ça réveille en toi. Et il y a le baki. Le baki, c'est celui qui est le compétent. Donc en réalité, une personne, c'est comme, il y a des gens, des super dessinateurs, mais leur dessin, ça met des mois à le faire. Et il y en a qui vont te le faire à la main levée, n'est-ce pas? Maïr, c'est-à-dire il est tellement doué que ses membres sont légers, n'est-ce pas? Mais en réalité, à nouveau, c'est pas antinomique. Bien sûr. On peut être baki, c'est quoi? Ça démontre une qualité à l'intérieur. Donc ça veut dire que Rashi, il a jugé important de venir et préciser que la Mehirout ici, c'est pas quelqu'un qui a la plume facile et qui dévale, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. Ah, pardon. C'est un baki. Ça, c'est ce qu'il a voulu dire lui. Oui, c'est ce qu'il a voulu dire. C'est ce qu'il a voulu dire lui. C'est la motivation première, probablement. Probablement, comme ce qu'on avait dit dans le Sfar nous parlait du Zeroa et du Yad. N'est-ce pas que ces deux parties du corps qui, sont le moyen de faire bouger la main, mais la main, après, c'est la main qui agit, précisément, d'accord? Amavdil, c'est un petit peu ça, ce que je veux dire dans la zrizout, et la mehirout. La zrizout, c'est la motivation première, intérieure, de l'importance de la chose, etc. C'est l'élan, chazak, c'est l'élan. Après, ensuite, il y a l'application, il y a la concrètement, chazak. Et là, il y a la békiout. C'est-à-dire quoi une békiout? Parce que, effectivement, des fois, on a la zrizout, mais on n'est pas baki. Et après, on est en décalage entre l'élan, il dépasse nos capacités. Et après, ça va être du bâclé en réalité. Parce qu'on n'est pas baki, parce qu'on n'est pas habitué, on n'est pas à la hauteur. Et donc, celui qui est très arise, mais qui n'est pas baki, eh bien, il doit savoir rétrograder. Et l'inverse, celui qui est baki, donc il a la main facile, mais
il est éteint à l'intérieur, eh ben, il doit réveiller son feu intérieur. Maintenant, celui qui a les deux qualités, donc il a son feu intérieur et il a Bekiout, eh ben, automatiquement, ça va donner un résultat rapide. Mais c'est pas la rapidité à nouveau. Il y a une précision dans la Meïrout qui n'est pas seulement un élément de temps, mais qui est preuve de compétence dans la pratique. C'est ce que je veux dire. Et ça, c'est un petit peu ça. On a trouvé également dans le Michelet, Chazita Ishmael Bim Larto, il dit le Malbim là-bas, les Fiamachal, chez où Ouman Gadol. Donc un Ouman, c'est Baki, exactement. Ça rejoint Baki. Ouman, c'est un artisan. C'est un artisan professionnel. Voilà, c'est un artisan professionnel. La traduction dit, en vérité, je vous le dis, je voulais vous dire tout à l'heure que ça Tiens quand même qu'il y a quelque chose avec le temps. Et la preuve en est, mais à nouveau, ça ne veut pas dire forcément que c'est en soi une qualité et en soi important. Il faut revoir le Parah Israël basquisé, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on apprend quelque chose des matzot. Et je rappelle ce qu'on avait dit le Shabbat Agadol, c'est que la remarque qu'il faisait le Parah Israël, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas zariz, qui n'est pas maïr, n'est-ce pas, qui laisse la pâte fermentée, c'est pas qu'il a manqué une qualité, mais c'est qu'il a manqué complètement la matzah. C'est-à-dire celui qui a été, n'est-ce pas, qui a été au ralenti. Donc là, on parle de temps déjà. Alors, c'est sûr que ça s'exprime ici dans la matzah, ça s'exprime dans le temps. Donc, tu as passé 18 minutes, et ben ton produit fini aura un autre nom. Il dit exactement, c'est ça ce qu'il faut retenir. C'est quand Rachamim nous disent, ils veulent nous enseigner l'importance de la zrizout, c'est pas seulement la différence entre un qui a été zariz et qui ne l'a pas été, c'est pas qu'il y a une différence, c'est que les deux ils ont atteint le même objectif, l'un avec une note de 90 et l'autre une note de 60. Non, c'est pas du tout ça. C'est deux résultats qui sont complètement différents parce que ça révèle de l'intériorité. Ok, ça tout là, le petit détail à ce sujet. Donc, Yofiafita mi bnei Adam, Utzak, Yofiafita mi bnei Adam. Donc, il dit là des shvachim sur le Meler. Alors, est-ce qu'on parle du Meler, de Shlomo Meler, ou est-ce qu'on parle de Mashiach? C'est les deux explications qu'on a vues. Yofiafita ibn Adam. En quoi tu es Yafé ibn Adam? C'est parce que si on vient parler des, il nous dit Rashi. On va commencer déjà par Rashi. Donc il dit Omer Anim Sefer Ken. Yofiafita ibn Adam. De quel bnei Adam t'es plus beau que quel type de personnes? Les personnes qui perdent leur temps à Soukim bimlechet Chaïcha. Ceux qui occupent leur temps à Soukim, ils sont préoccupés par des choses qui sont, par des domaines, par des sujets qui sont éphémères, qui sont passagers, chazak. Et pourquoi, en quoi toi tu es Yofiafita? Parce que Utsakren besiftotecha. C'est-à-dire, il dit Rashi, tu as Utsakren, alors la traduction Utsak, c'est quelque chose qui est C'est quoi ça? quelque chose de Moutsak, c'est quelque chose de solide, de condensé, Besiftotecha, il y a du chen. Il y a du chen, c'est la grâce de Siftotecha. C'est-à-dire, il dit Rashi, à quoi ça fait allusion? Lehorot ka'alacha. Très simple, très concis. C'est-à-dire que là, comme si, qu'on venait dire ici. Ils font l'alacha, mais ils font pas, genre, ils n'utilisent pas la Gemara. Aucun rapport. Non. Il y a des gens qui sont préoccupés par des futilités, mais toi, tu as une valeur rajoutée, une vertu. Pourquoi? Parce que toi, ta préoccupation, c'est la Gemara, c'est. La halacha. La halacha. D'accord, mais la halacha, mais il y a aussi. Quelque part, on n'a pas le droit à l'erreur. Alors bien sûr, chaque mot de Torah a une valeur sans fin. Et bien sûr, quand on parle de la pnimiout, quand on parle de la marshava et de la... Mais quand on parle de la halacha, c'est tranchant, c'est aiguisé comme une épée. Et d'ailleurs, on sait, et c'est ça que les Mefarshim vont dire, ici on va voir que l'image du roi, qui est dans la suite du Pasouk, Chagor Harbecha Liarer, Gibor Odcha Vadaecha, on parle de la force, de la puissance, du roi qui a à sa ceinture un Kherev. De quel Kherev on parle? En réalité, on parle du Kherev de Milcham Tachel Torah, quand on parle de l'étude de la Torah. Et c'est justement cette notion-là qui est très importante, parce que quand on parle de la halacha, c'est comparé à c'est marqué que Afilu Avubno ou Rav et Talmid, ou bien deux Chaverim, c'est marqué quoi? C'est marqué qu'ils sont Mechudadim Beficha. Non, c'est pas ce pasuk Mechila, mais c'est la même dracha. C'est marqué Al Tikre Vadarecha, sur notre pasuk, c'est marqué Al Tikre, la Gemara dit, dans la compréhension de la Torah, Al Tikre Vahadarecha, qui est le Hod, la beauté, et là, Vachadecha. C'est Mishum Chidoud, c'est quelque chose qui est aiguisé. C'est-à-dire quand on veut arriver à une finalité de halakha, c'est quelque chose qui est très aiguisé. Pourquoi?
parce que justement, il y a toujours cette difficulté, quand on vient de trancher un sujet de halakha, il y a toujours cette difficulté à savoir, est-ce que notre cas de figure, il est plutôt similaire à celui-ci, ou il est plutôt similaire à celui-ci. Donc forcément, on est obligé de connaître parfaitement le fond de la halakha pour pouvoir l'appliquer dans les différentes cas de figure. Et c'est ça, cette idée, cette comparaison au chidoud, à une épée qui est bien aiguisée. Donc c'est ça, Alken, Yofiafita Miladam, Alken Beracha Elohim Leolam. Alors ici, un chidouche magnifique. C'est quoi Alken? Alken, Chazak Oubar. Il y a fait mot. Ah, il y a fait mot. Alors il dit. La bracha, elle est apposée avec Elohim. Elohim, c'est le din. La bracha, j'aurais pu penser à Alken Beracha Hashem. Effectivement, Chazak. Mais là, il y a fait mot. Et pourquoi parce que Chazak, Annie connaît tout de suite, immédiatement, chidouche magnifique. Si on parle de la halakha, on parle du din, donc c'est pour ça que le terme de Elohim, il est approprié. Alors je vais juste reprendre ce qu'on a dit. On a dit cette semaine, on a dit une des qualités, une des ma'alot. Arbaim Shmone Kinyanim pour la Torah, c'est quoi? C'est Ohev et Tzedakot. Ohev et Tzedakot, on a rappelé la Mishnah cette semaine, et on a dit que Moshe Rabbeinu, ne sais pas, quelles sont les histoires que la Torah nous raconte au sujet de Moshe Rabbeinu depuis le berceau jusqu'aux 80 ans qu'il est revenu en Égypte. La Gemara nous raconte 3 histoires qui probablement se sont déroulées, se sont passées à 3 jours d'affilée. Alors, les 2 premières, c'est marqué mes fourrages dans la Torah, c'est Vaïgdal Moshe Ezra, Bayom Arishon, ensuite Bayom Hasheni, le 2e jour. Donc, le premier jour, il a vu Ish Mitzri, il y a un Égyptien qui frappe un Juif, il s'est occupé de lui. Le 2e jour, c'était Datav Aviram qui se disputaient. Il a stoppé la dispute. Et la 3e histoire, suite à cette 2e histoire, il a fui l'Égypte. Donc probablement le lendemain, le surlendemain, il arrive à Midian, il voit les filles d'Yitro agressées, il s'occupe des agresseurs. Et j'avais entendu une fois une explication magnifique de Mme Moussard qui disent, c'est quoi, c'est tout ce qu'on connaît, n'est-ce pas? Donc, n'est-ce pas, Mavzi Fadot, Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas, qui défend et qui l'insupporte l'injustice. On va voir ça va être quoi la récompense immédiatement. Mais dans ces 3 histoires, on voit en réalité une certaine progression de l'intérêt que le Moshe Rabbeinu peut porter à la justice. Pourquoi la première fois, c'est un goy qui frappe un Israël, et donc il est chayav mita. On n'a pas besoin de traduire, n'est-ce pas? C'est normal, et donc c'est ce qui s'est passé. Mais la 2e histoire, c'est deux Bnei Israël. Donc 2 Israël, c'est déjà plus sensible. Quand on vient défendre l'un, eh ben c'est à la charge de l'autre. Malgré tout, Moshe Rabbeinu, donc c'est déjà beaucoup plus sensible, et malgré tout, Moshe Rabbeinu, il reste pas indifférent, et il vient stopper, et même jusqu'à insulter celui qui a uniquement levé la main. Pourquoi tu t'apprêtes à le frapper? Tu es déjà rachat même avant de l'avoir frappé. Donc ça montre combien Moshe Rabbeinu ne laisse rien passer même quand c'est. Mais la 3e histoire elle est encore plus poussée. Il arrive à Midian, il connaît rien du tout, d'accord? Il connaît pas probablement, c'est le jour même, d'accord? Parce que, en tout cas, la Torah nous le présente de cette manière-là. Il arrive à Midian, il va vers le puits, et il vit une scène, d'accord? Et immédiatement, Moshe Rabbeinu comprend qu'il y a ici une injustice. Vayoshian, il les a sauvés. Mais il a sauvé qui? Mais peut-être, il a sauvé qui? Il a sauvé des filles qui sont agressées par les héroïnes, par les bergers. Il ne connaît rien, il n'attend pas de retour, n'est-ce pas? C'était quelque chose à nouveau. Moshe Rabbeinu, il prouve combien l'injustice pour lui c'est insupportable, et donc il agit, il ne reste pas insensible. Pardon? L'esprit de sauvetage. Un de sauvetage. Mais alors. Batia qui l'a impacté ça. Alors c'est sur ça c'est marqué Ohev et Tzedakot. Il y a du tzedek. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui apprécie la justice, mais a priori c'est pas seulement apprécier, c'est qu'il ne supporte pas. Il ne supporte pas l'injustice. Il ne supporte pas l'injustice. Non, le tzedek justement. Le tzedek, c'est le tzedek quand on parle de la justice. Quand on parle de la justice, c'est pas le shalom. Le shalom, c'est plutôt le compromis. On rappelle souvent ce que la Gemara a dit. Moshe Rabbeinu, c'est le tzedek. Ikova et Adin, c'est tranchant, comme nous avons dit. C'est comme l'épée qui est tranchante. Alors que le shalom, des fois, on n'est pas forcément sur une décision qui tient sur le fil de l'épée, mais c'est au contraire, c'est plutôt harmonieux. Et la Gemara a dit, c'est ça les 2 caractères qui étaient complètement différents entre Moshe et Aaron. Moshe c'est droit, c'est tranchant, alors que Aaron c'est agréable. Moshe Rabbeinu, c'est quoi le mérite de Moshe Rabbeinu? Ben le pasuk qui dit Yofiafit Amine Adam, Utzak Zevotera, Alken Elohim
le Olam. Tu sais pourquoi tu as mérité la bracha? Mais parce que tu avais cette volonté, tu avais cet élan d'appliquer la justice. Et bien le bon Dieu il t'a donné. Wow. Je veux dire ce qui est marqué ici. C'est intéressant. Très intéressant. C'est très intéressant. C'est beau, hein. Parce que même d'avoir cet élan, c'est Hachem qui lui a donné cet élan. Même Moshe et Aaron, c'est incomparable en fait. Parce que les deux, ils ont tous raison. Non, mais ils sont liés. Ils sont même niveau à peu près. Ils sont même niveau. Il a pris son frère, il peut pas Aaron, il c'est pouvait Hod, pas se et passer son Moshe, frère. c'est Netzar. C'est ça, Netzar d'homme, c'est Pinachat. Il a fait le sont même tikkun des deux premiers frères de Caïn et Abel. Qui est dans Hod et Hod. Que Moshe- Précisément ici il dit Après Le- après Arvit, après Arvit. pour revenir Après Arvit, après Arvit, après Arvit. Mordechai. Ouais. Yofiafita Mibne Adam, à nouveau on a dit qu'ici vient donc le sofer Maïr, ici le compositeur, le scribe, il vient relever une qualité qui est particulière et qui est propre à l'homme. On sait qu'il y a beaucoup de qualités qu'on peut retrouver dans la nature, même des animaux, et d'ailleurs on a même le devoir d'analyser les différentes qualités qu'on peut trouver chez différents animaux, comme la zrizout, comme la tsniout, etc. On peut le voir chez les animaux. Là, il dit le sofer en question, le scribe, il dit, tu sais quoi, moi je vais relever une qualité qui est propre à l'homme. C'est quoi la qualité qui est propre à l'homme? C'est justement ce que l'homme a de particulier qui le différencie de l'animal. C'est quoi? C'est la parole. Il y a une forme d'intelligence, mais il y a quelque chose qui n'existe pas. C'est le dibour, voilà, de voir Maléla. Et c'est pour ça que tu dis, Utsakrem besiftotecha. Et donc, Alken be'achelum leolam. La suite, Ragor Raberalia, je cherche quelque chose que je n'ai pas retrouvé, mais en tous les cas, il y avait cette idée, David, d'accord, on dit ça. ni l'un ni l'autre. Mais on a dit justement que la Mishnah, qui nous dit Ohev et Tzedakot, c'est une des qualités qu'il faut voir pour mériter la Torah. L'exemple qui est rapporté là-bas sur le pied rouge de Tiferet Israël nous dit à l'image de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a mérité d'être Moshe Rabbeinu. On a dit ce qu'on a dit au début de la semaine. Moshe Rabbeinu a mérité d'être Moshe Rabbeinu, entre autres parce qu'il a fait preuve, il a montré Il a combattu la. qu'il n'était pas insensible à l'injustice. L'injustice, pour lui, c'est quelque chose qui est insupportable. Il ne reste pas de son côté, il y a quelque chose qui se passe, on agit. Il faut défendre et appliquer la justice. Alors, il y a la Chagor Bechader, comme nous avons dit, ça fait allusion au Lilachem Bimchatash Torah, comme ça Rashi dit, Ve'odecha, et c'est ça ton Hod, ça le chidouche extraordinaire, c'est-à-dire que la qualité de celui qui se donne à l'étude de la Torah, c'est pas seulement quelque chose qui valorise et qui laisse de côté Kaviachol, comme l'a dit David Ameller, Vadaberan Egel Machim Velo Evosh. C'est quelque chose que je considère comme étant, de même que l'armature et qu'on appelle ça, les armes d'un combattant, pour lui c'est quelque chose qui est sa beauté, qui est sa fierté, parce que ça montre qui sait en faire usage et qui fait ce qu'il a à faire, et bien pareil, la capacité d'un chacham, d'un grand chacham qui est capable justement d'arriver aux conclusions de halakha, c'est ça son hot, c'est ça sa beauté, ça sa splendeur. Et on retrouve cette idée dans la halakha d'ailleurs, où on voit que le sujet est discuté dans Maseret Shabbat. Maseret Shabbat, le sujet est discuté, est-ce que un militaire, est-ce qu'un guerrier, il a le droit de sortir Shabbat avec ses armes, avec son armature, avec ses madim. Alors, je ne parle pas de... Ok. Et sur ça, l'agma, je ne parle pas de la Khalemaase, mais je dis ce que l'agma ramène. Amarle Abaï Rav Dimi. Vamrele Abaï Rav Yosef. Maïtama de Rabbi Eliezer Damar. Shekele Milchama Tarchitin Henlo. Donc, c'est la position de Rabbi. C'est la position de Rabbi Eliezer qui dit que les armes pour un combattant, ce sont ses bijoux, littéralement, et donc, s'il sort avec Shabbat, c'est pas condamnable. Il dit, Tiv, Chagor Acharbecha Yarer, Gibor Odra Vadarecha. Donc c'est de ce pasouk-là qu'on apprend, c'est ça l'image de ce pasouk-là, qu'en réalité, une personne qui a l'habitude de porter, et ces choses-là sont comme des... soldat, il est obligé d'avoir ces armes-là. C'est pas ça qu'on parle. C'est pas ça qu'on parle. La question est de savoir, est-ce que ça fait partie de sa tenue vestimentaire ou pas? S'il n'est pas soldat, il n'y a pas besoin. La cerise sur le gâteau, Vadarecha, c'est quoi le hod, réellement le hod? Donc il lui dit,
tes armes sont ton hod. Mais c'est quoi mais le véritable hod maintenant? Vadaera, parce que les Mefarshim ils disent, mais il y a un problème. Si ce Mizmor il a été dit sur Melech HaMashiach, c'est le Radak, c'est pas moi, je l'invente pas. Radak, Rabbi David Kimchi, c'est un Rishon. Donc on a un problème ici. Si on parle d'un Mizmor qui est au temps du Mashiach, donc le Radak il pose la question que moi je t'ai posée, mais si il est le Mashiach, mais c'est la paix, il n'y a pas de guerre. De quoi tu parles? De quelle guerre? Pourquoi tu parles des armes? D'accord? On est bon, c'est une question. C'est une question du Radak. Le Radak il dit oui, mais avant que le Mashiach, il y aura Gog ou Magog. Donc même à Pipchat, on peut répondre qu'effectivement, il y a dans ces névoutes là où il y aura la guerre. Maintenant, comment elle va se passer la guerre? On sait très bien que c'est des choses qu'on ne sait pas, on ne maîtrise pas. Et je crois qu'on dit au nom du Gan, c'est quelque chose qui peut. 12 minutes, j'en ai 2 minutes. Et aujourd'hui, on sait qu'avec les moyens d'aujourd'hui, ça peut être des fractions de secondes, n'est-ce pas? Khazak, on ne sait pas. Donc, on prie une chose. Que le bon Dieu. Du Raframou, il faut faire Souda Chichit. Faites Souda Chichit. Khazak, rêve les Mashiach. Rêve les. Yutsalou, Mechev les Mashiach, Yutsalou les Revacha. Khazak, c'est ce qu'on chante le Shabbat. Mais Hachem par Shabbat, ça veut dire si on fait Shabbat, ça veut dire qu'on comprend qu'on doit rien, on ne doit pas faire des choses. On n'a pas de choses à faire. Chante. Fais la fête, étudie la Torah, tout va se passer facilement. Alors il dit le pompon, n'est-ce pas, vraiment la cerise, le couronnement, le vrai hod, c'est quoi? Vadacha, c'est la recha, vadevar emet, vadvat tzedek, vetorecha, norot yeminecha. C'est ici, on voit le pompon, n'est-ce pas, vraiment le caractère essentiel qui est cité ici, c'est là Anava, le tzedek, torecha, norot yeminecha. Il nous dit toujours Rashi, on revient sur le Devar Emet. Quand on parle de Devar Emet, c'est quoi? Quand on parle de Devar Emet, c'est une halacha. Emet la mita shel Torah, le Orot kadat ou l'itneik ba'anavat tzedek, vetorecha, et la Torah, ou Devar Emet sheta sogbo, donc la Torah qui est, donc la Torah Emet dans laquelle tu t'investis, n'est-ce pas? Toré, otra tarsa milchama la sot, c'est ça qui va t'enseigner comment faire la guerre. De quelle guerre on parle? Toujours la Talmud Torah. Yeminecha Noraot, du fait que on a parlé justement, il dit pourquoi tu parles de la droite? Parce que justement du fait qu'on a comparé, on a donné une image à l'étude de la Torah, n'est-ce pas, qu'il faut aiguiser l'épée, etc. Alors on parle également de la main droite. Alors également on a parlé de la main droite qui est la plus habile, agile, n'est-ce pas, pour réaliser et atteindre cet objectif. Et je vais juste finir avec une Gemara qui nous dit Gdola Anava. Sur ce pasouk là justement c'est marqué Gdola Anava, c'est par ce caractère de Anava chez En Akadosh Baruch Hu. Écoutez, c'est incroyable cette phrase là. Donc c'est une phrase qui est dans Mishnah de Rabbi Eliezer. Je vous lis Gdola Ya Anava. Donc on sait que la Anava c'est le caractère d'une valeur, n'est-ce pas, maximale. Et Moshe Rabbeinu, quel qualificatif il a dans la Torah? Il a Avdi, Moshe Avdi, il a Vaish Moshe Anam Mikol Adam Shal Pena Adama. C'est probablement c'est ce qui lui a donné le mérite d'être le Manig d'Israël, etc. Même si on vient de dire tout à l'heure qu'il y avait d'autres qualités, puisqu'on a parlé du Tzedek, et ta Tzedakot. Mais en tout cas, il dit comme ça là, Michel Rabbi Ezer, Gdola Yanava, She'en Akadosh Baruch Hu Moïse Sheta Olam Haba, et la Anavim. Donc pour la carte de, n'est-ce pas, le laisser passer là-haut, En Adam Orishta Olam Haba, et la Anavim. Donc celui qui n'est pas Anav, voilà, on va essayer. Ve'en, deuxièmement, Ve'en Akadosh Baruch Hu Mashre Ruach HaKodesh, et là, la Navim, pour mériter Ruach HaKodesh, il faut être un Nav. Chez Neymar, Ruach Hashem Elokim Alay, Yan Mashach Oti Hashem Levaser Anavim. Uma ou Mevasran, Shakash Baruch Hu Poel Laim Gedolo Venoro Shenmar, Vadarachat Selarecha Vadvar Emet, Vana Tzedek Melamed, Shehem Bene Pamalia Shel Melech Mashiach. Donc tout ça se passe donc là. Donc la grandeur et l'importance de la Hanava. En réalité, il faut savoir connaître, reconnaître son. On avait dit Makir et Mekomo, n'est-ce pas? Un chidouche, on avait dit la 25e qualité, je ne sais pas si je vous l'ai dit ce chidouche, la 25e qualité qui est mentionnée, la 25e qualité qui est dans la Mishnah de Havot, n'est-ce pas? La 25e qualité de Havot, c'est Makir et Mekomo. Et la 25e, c'est le 25e jour du Homer, c'est Netzach de Netzach. C'est Moshe Rabbeinu, Netzach de Netzach, Makir et Mekomo. Peut-être c'est justement ça la définition du Hanav. Hanav c'est Makir et Mekomo. C'est pas forcément celui qui s'efface et qui n'existe pas.
Non, bien sûr, il y a une forme de modestie dans ce sens-là. Mais plus précisément, c'est Makir Mikro, savoir quel est son rôle, quelle est sa place. Et automatiquement, si moi j'ai une place, l'autre aussi il a une place. Et si l'autre il a une place, ma place ne doit pas empiéter la sienne. Cette 25e là, et Bézantien par le mérite de l'Anavant va être zoré de fait d'être pas malia chez Melech HaMashiach. C'est-à-dire qu'il faut mériter l'Olam Haba, mériter la Ashrat Ashrina et mériter d'être la famille. Pas malia, c'est quoi pas malia? La famille de Melech HaMashiach. Les anciens, pas sur Nava.